Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 15 mars et on va parler de ce blocage. Très tôt ce matin, le comité de défense des usagers de l'eau de la Guadeloupe a bloqué l'agence de la CASBT à Capesterre-Belle-Eau. Il dénonce le nouveau mode de facturation envoyé à la population. Selon le comité, ce mode de facturation ne repose sur aucune base légale. Jacques Damprobe était sur place. Le comité de défense des usagers de l'eau est sorti brutalement de son sommeil. Au saut du lit, ses adhérents ont carrément bloqué l'agence capestérienne de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre. Le chef de file des clients révoltés sonne la charge. Déjà, moun pani de l'eau en robinet le plus souvent et que la CSBT qu'a voyé en la personne de la présidente qu'a voyé facti ba moun et qu'a menacé yo, c'est des menaces que si on pas payé dans les 15 jours, qu'il est coupé de là ou qu'il réduit. Nous avons dit attention, que nous avons répondu textuellement ça la loi Brot qu'a dit, et nous avons dit que si vous avez oublié, mettez tête bien, parce que nous péquons pour ça. Parce que, de toute manière, le Conseil constitutionnel consolide la loi Brot pour non-coupure et pour non-baisse de pression de l'eau à Casamou. D'ailleurs, vous pouvez faire ça techniquement en Guadeloupe, vous n'avez pas les moyens de faire ça. À travers cette action, c'est un véritable bras de fer qui s'est engagé avec la CASBT. La cible du comité est clairement identifiée. Depuis 2013, c'est Basse-Terre qui a occupé de l'eau à Capesterre, mais pas moun pas recevoir pon courrier, pas moun pas recevoir pon lettre qui a dit qu'il faut signer un contrat avec la CASBT, et notamment les usagers qui recevoir des factures jaunes là, qui ni 11 euros, ça qui ni 20 euros, ça qui ni 300 euros, ça qui ni 800 euros, ça qui ni 1000 euros. C'est quasiment impossible de comprendre à ce qui moyen et pas comment ils fait pour facturer ces gens ça, parce que lorsque nous savons qu'on a plus de 4000 personnes qui comptaient à eux non-voyants. Alors nous voulons dire nous, on l'a pensé relever toxique là ça, que pour eux facturer mon job là et pour voir l'argent pour eux payer. Et mon Capesterre payer déficit à Basse-Terre. Bama Michel Chevry, qui est plus de 7 millions ou 8 millions d'euros. Moun Capesterre qui paye de l'eau, à partir de 2016, quand comptait à tout le monde qui ni en mise en conformité qui est faite. Et à partir de là, nous avons discuté de la situation. Et ça, nous avons dit là, qu'il faut mettre au cisé, puisque mon chef lui-même dit sur les zones, pas ni bien longtemps, que canalisation là pour lui, il vétuste. Il répétait plusieurs fois sur les zones en Guadeloupe, qu'il y a pesticides dans l'eau là et que la canalisation là n'a bien de ciment. Alors, il y a quoi? On facture pour nous payer poison, on facture pour nous payer kibitin. Les membres du comité réclament l'annulation pure et simple de toutes les factures. Pour justifier de leur demande, ils brandissent une double facture. Même client là, qui reçoit des factures. En facture, qui n'a pas consommé rien de l'eau, il aura fait payer 20,53 €. Et en d'autres factures, il aura dit 108 mètres cubes d'eau, il aura fait payer 482 €. Et le client n'a pas ni compté à Kazaï. Alors c'est là que nous avons trouvé qu'il y a un problème à Capesterre, à Doula. Et voyons facture bon, c'est un fait certain, c'est comme ça, il y a des signes. Mais quand vous voyez les factures, et section Brest, et c'est toujours 55 000 de Fangarol. Or, moi, c'est un seul au bâton qui n'est. Et comment vous voyez des factures, moi. Et pourtant, moi, personnellement, après, vérifier vraiment à pas compter. Après Capesterre-Belle-Eau, le comité de défense des usagers de l'eau annonce d'autres actions. La coupe semble pleine. En Guadeloupe, si les élus n'y prennent garde, la guerre de l'eau aura bien lieu. En bref, le président du conseil régional, Harry Chalus, candidat pour la présidence de Guadeloupe-Port-Caraïbes, il a déposé sa candidature hier. Harry Chalus, on le rappelle, qui a notamment été membre du conseil d'administration du port de 2005 à 2012. Dans un communiqué, il estime que la candidature de la région Guadeloupe à la tête du grand port maritime est légitime et cohérente. Le recul hier du gouvernement au sujet du projet de loi sur le travail. Les articles les plus contestés ont été abandonnés, notamment le barème des indemnités prud'homales. Il sera seulement indicatif. Les critères de licenciement économique précisés par l'avant-projet de loi travail ne seront, eux, pas
pas modifiés. Dans l'Hexagone, la CGT, FO ou encore l'UNEF demandent toujours le retrait pur et simple de ce texte. En Guadeloupe, Élie Domota, secrétaire générale de l'UGTG, dénonce le démantèlement du Code du travail et un mauvais coup porté aux travailleurs. On l'écoute, il est interrogé par Jacques Damprobe. C'est pour nous une vaste manipulation. On a senti bien à travers les réactions que c'est un bitin qui montait de toutes pièces et c'est quasiment un complot qui est déjà monté entre certaines organisations syndicales et le gouvernement là. Par en fin de compte, là il a fait nous croire que mettez en barème pour les jugements prud'hommes à titre indicatif, c'est un recul. Non, du tout. Les faits qu'il y a dans la loi là à titre indicatif et qui est appliqué au prud'homme considéré que c'est un bitin obligatoire. Là, il y a dit nous comme ça que les critères du licenciement économique et il y a maintenir et il y a juge là le pouvoir d'enquête. Jodi là les magistrats qui coulé sur les dossiers, il y a dit il y a pas ni effectif, il y a pas ni expertise et il y a péqué à y faire pont enquête en les pont dossiers. Donc encore une fois, c'est organiser, il y a organiser les licenciements et économiques pour mettre travailleurs dehors. En final de compte, texte là ça nous a insisté sur ça, il faut jeter complètement parce qu'il est basé sur l'esprit totalement antisocial qui veut que le droit du travail, le code du travail, la protection des travailleurs, c'est un frein au développement économique, c'est un frein à la création d'activités, c'est un frein à la création d'emplois. Donc, je dis là, il y a besoin de faire nous quoi qu'il faut licencier pour embaucher. En final de compte, il s'agit de traduire en loi toutes les revendications du MEDEF. Donc, ça qui fait là, c'est un complot contre les travailleurs, c'est un complot contre la jeunesse. Il faut absolument combattre texte là, ça dans toutes dimensions. Et cette nouvelle version de la loi El Khomri sera présentée en Conseil des ministres le 24 mars prochain. On reste dans le domaine de l'emploi. Retour sur ce séminaire sur la validation des acquis qui se déroulait hier à la salle Georges Tarrère à Pointe-à-Pitre. C'est le secteur sanitaire et social de la Guadeloupe qui était concerné. Ce séminaire avait notamment pour but de faire le bilan de 10 années de fonctionnement de la VAE, mais aussi d'analyser les difficultés rencontrées lors de la mise en place de ce dispositif sur notre territoire. Et les précisions de Jacqueline Madin, c'est la directrice de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Elle est interrogée par Éric Pommier. Nous avions déjà fait un premier point en 2010 et nous avions estimé à l'époque que la VAE, il était important de la réinterroger, notamment au regard de nos pratiques à la fois culturelles, de nos origines, qui sont des origines antillaises, avec tout ce que ça peut comporter comme, disons, difficulté dans une approche pour la certification au travers d'une expérience, par rapport à des personnes qui, notamment sur les diplômes de niveau 5, pouvaient éprouver des difficultés. Donc 10 ans après, c'est vrai qu'il était important de faire ce temps d'arrêt. Alors ce temps d'arrêt aujourd'hui est un temps d'arrêt spécifique puisqu'il s'adresse prioritairement aux membres de jury et aux professionnels. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet de la VAE ne choque plus, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans puisque tous ceux qui avaient peut-être obtenu le diplôme au travers de la formation initiale trouvaient que cette VAE pouvait arriver de manière un peu inappropriée. Aujourd'hui, ça n'est plus le débat. Aujourd'hui, le débat essentiellement porte sur l'adéquation entre les personnes qui reçoivent leur certification en VAE et peut-être une amélioration des compétences, parce qu'on parle beaucoup de compétences et d'expérience dans le cadre de la VAE. Et donc, il est important aujourd'hui à la fois de réconcilier les membres du jury avec ce qui a pu paraître à un moment comme une difficulté et se dire que, bon, aujourd'hui, il faut qu'en Guadeloupe, avec les partenaires habituels de la formation, que sont le conseil régional, que sont la Cité des métiers, l'éducation nationale, c'est de voir comment on peut globalement améliorer l'accompagnement de ces candidats qui se présentent à la VAE pour leur donner un peu toutes les billes et d'inscrire la VAE dans un vrai parcours de formation. Et après le secteur sanitaire et social, un autre secteur est mis à l'honneur cette semaine. La 6e édition de la Semaine de l'Industrie s'est ouverte hier. Objectif, faire mieux connaître le tissu industriel guadeloupéen. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, l'industrie est le 3e secteur économique en termes d'emploi après les services et le commerce. Hier, des lycéens ont pu notamment découvrir les coulisses d'une entreprise de bois. Le reportage de Muriel Barlagne. Ces élèves de CAP Charpente du lycée Paul Lacavé de Capesterre-Belle-Eau découvrent comment on transforme le bois de façon industrielle. Dans le cadre de la Semaine de l'Industrie,
l'entreprise Technobois leur a ouvert ses portes. Aujourd'hui, le secteur de l'industrie embauche une majorité de seniors en Guadeloupe. Les plus de 50 ans sont plus nombreux que les moins de 30 ans. Il y a un véritable enjeu de renouvellement des générations. Il faut séduire les jeunes et les demandeurs d'emploi. Ceux-là sont déjà conquis. C'est une entreprise qui est très grande. Comparé à celle où nous sommes au lycée de Paul Lacave à Capesterre. Et où on a découvert plus de machines aussi. Et voilà quoi. À vrai dire, le métier du bois, c'est un bon métier. Il y a beaucoup de rendement, donc voilà. Créée en 1992, l'entreprise Technobois fabrique des escaliers avec du bois et d'autres matériaux, mais aussi des garde-corps, des portes, des frises et d'autres produits. Elle emploie 15 salariés de profils divers. Son directeur, Stéphane Rouvier, se fait un plaisir de participer à la Semaine de l'Industrie depuis plusieurs années. Le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il y a chacun à sa place, puisque dans notre entreprise, on a des gars qui sont juste arrivés sur le marché du travail, d'autres qui ont fait des études, suivant les différents niveaux, suivant différents postes, pour poncer, pour commander la machine à commande numérique, pour être au BE, pour être commercial. Voilà, c'est toute une équipe et on a besoin de tout le monde. Pour cette 6e édition, la Semaine de l'Industrie a pour thème l'industrie du futur, manière de redorer le blason d'un secteur mal connu et de lutter contre les idées reçues. L'industrie en Guadeloupe, c'est aujourd'hui plus de 4000 établissements, c'est 5% de l'emploi salarié. On a vraiment une industrie qui a su se diversifier. On pense souvent à l'agroalimentaire qui a une place importante ici en Guadeloupe, mais il ne faut pas oublier notre industrie des biens intermédiaires, notamment le secteur de la métallurgie, qui occupe une place importante. Jusqu'au 20 mars, 2600 événements seront organisés dans toute la France. En 2015, 200 000 personnes ont participé à cette manifestation. Et on en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il sera également question d'industrie avec la multinationale ArcelorMittal qui a décidé de quitter l'île de Trinidad et Tobago. Vous découvrirez également des moustiques génétiquement modifiés en Floride. Voici la Minute Caraïbe. L'euphorie des 644 travailleurs, après avoir remporté une bataille judiciaire contre leur employeur, ArcelorMittal, a été de courte durée. À la fin de la grève, le géant international de l'acier a tout simplement décidé d'arrêter ses opérations à Trinidad et Tobago. La multinationale a fait savoir qu'elle engrangeait des dettes de l'ordre de 200 millions de dollars et qu'elle n'aurait pas d'autre choix que de liquider ses opérations. Le Premier ministre de Trinidad, le Dr Keith Worley, a décrit le mouvement des grévistes comme suicidaire et irrespectueux à l'extrême, tandis que la ministre du Travail, Jennifer Baptiste-Primus, a déclaré que la perte de plus de 600 emplois était une véritable tragédie pour le pays. Pour sa part, le tribunal a vivement critiqué les procédures utilisées par ArcelorMittal dans le licenciement de centaines de personnes en décembre de l'année dernière et a jugé que les travailleurs doivent être payés de leur salaire jusqu'à fin avril. Ne pouvant faire face à la masse salariale, aux défis internationaux ultra compétitifs et aux taxes et frais de port élevés, ArcelorMittal a décidé de baisser le rideau. La présidente brésilienne de gauche, Dilma Rousseff, se retrouve aujourd'hui plus que jamais politiquement acculée, au lendemain de manifestations d'ampleur historique pour réclamer son départ du pouvoir. Environ 3 millions de Brésiliens, dont 1,4 million à Sao Paulo selon des données de la police, ont défilé dans tout le pays au cri de Dilma dehors. Les Brésiliens sont de plus en plus exaspérés par la récession économique et la crise politique qui paralyse le géant d'Amérique latine depuis plus d'1 an. Sans parler des incessantes révélations dévastatrices du méga scandale de corruption Petrobras. Mais ce sont tous les courants politiques qui en ont profité pour se faire entendre lors de cette journée de revendication, y compris les groupuscules nazis encore très présents dans ces pays d'Amérique du Sud. La Food and Drug Administration, la FDA, vient de donner son autorisation pour utiliser des moustiques génétiquement modifiés dans la lutte contre la propagation du virus Zika. La société britannique Oxitec propose de modifier les moustiques Aedes aegypti mâles afin que leur progéniture meure avant d'atteindre l'âge adulte et ne se reproduisent.
Des essais ont été effectués au Brésil, au Panama et aux îles Caïmans pour lutter contre la dengue transmise par les moustiques qui aurait des crues de 90%. La FDA a déclaré que les risques de cette modification génétique de causer des dommages aux personnes, aux animaux ou à l'environnement sont peu probables. La société Oxitec attend le feu vert de la FDA pour lancer son large programme de modification du moustique dès le second semestre 2016 dans la Caraïbe. Retour en Guadeloupe et on va parler d'environnement. L'ADEME Guadeloupe organise depuis hier des journées consacrées à l'AEU2, c'est l'approche environnementale de l'urbanisme 2. Un appel à projet a été d'ailleurs lancé hier avec comme enjeu de réduire l'impact environnemental des projets urbains. Le public concerné a pu en savoir plus lors d'un séminaire. Les précisions d'Anne-Elisabeth Artsen. En collaboration avec le CAUE, l'ADEME lance l'appel à projet sur l'approche environnementale de l'urbanisme afin d'intégrer les préoccupations environnementales au sein des projets d'aménagement en soutenant notamment toutes les études préalables. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en Guadeloupe, on peut avoir des difficultés lorsqu'on ne prend pas en considération l'environnement, lorsqu'on aménage le territoire. Il faut pouvoir gérer les eaux, il faut pouvoir gérer l'énergie, il faut pouvoir gérer les déchets. Et en ça, on veut accompagner les collectivités avec le CAUE, accompagner les collectivités pour qu'elles puissent intégrer ça et puis effectivement améliorer la qualité de vie, améliorer aussi l'aménagement du territoire. La ville des Abîmes s'inscrit dans une démarche d'agenda 21 en mettant en œuvre un plan climat et énergie territoriale. Et c'est dans le cadre de son projet de rénovation urbaine que la ville a répondu à cet appel à projet. Donc on a souhaité répondre sur différents projets d'équipement public. On commence par les écoles, parce que l'enseignement ne vient pas mieux qu'en passant par les enfants. Donc c'est les prochaines écoles qui vont voir le jour sur le territoire abîmien, qui seront dotées de cette prise en compte de façon plus poussée en tout cas que ce qui avait déjà été fait. Et c'est un premier élan vers une démarche que la ville souhaite mener sur l'ensemble de ses équipements publics en tout cas. Cet appel à projet s'adresse aux collectivités territoriales et aux maîtres d'ouvrage publics ou privés ayant un projet d'urbanisme ou d'aménagement. Il se clôturera fin juin 2016. Et aujourd'hui, une formation de découverte de l'AEU2 est dispensée aux élus et aux techniciens des collectivités. Le sport, il y a du football ce soir. Le CSM affronte l'USBM à Petit Canal. C'est dans le cadre d'un match en retard de la 17e journée de DH. De son côté, le Red Star de Pointe-à-Pitre reçoit la Gauloise de Basse-Terre. Match en retard également de la 17e journée. Match qui se déroulera à Bémao. Coup d'envoi de ces rencontres à 20h30. 48 jours et 22 heures, c'est le temps qu'il a fallu à l'équipage Grande Expédition pour effectuer la traversée entre les îles Canaries et la Guadeloupe. C'est dans le cadre de la course Rame Océan, une traversée de l'Atlantique Nord dans le sens est-ouest en équipage de 6. L'arrivée a eu lieu ce matin, c'était vers 8h à Lens-Tabarin au Gosier. La caméra d'Anne-Elisabeth Artsen était présente. 4 bateaux au départ, 3 Anglais, un Français et un seul équipage à l'arrivée. Celui des Français sur lequel a pris place Patrick Fabre. C'est exceptionnel. Là on est parti donc des Canaries, de Puerto de Mogán, Grande Canaria. On est arrivé en Guadeloupe 48 jours plus tard. C'est ma 5e traversée, mais c'est toujours une aventure exceptionnelle. Beaucoup de vent au début. Beaucoup de calme à la fin, une situation un petit peu particulière ici en Guadeloupe avec un front froid qui nous a ralenti fortement. Mais néanmoins on apprend beaucoup de choses et c'est ce qui est intéressant dans ces traversées, c'est d'apprendre sur soi-même. Et puis cette fois-ci c'était en équipage avec, donc on était 6, 3 personnes qui rament, 3 qui se reposent en permanence. Sur 2 mètres carrés à 6, c'est éprouvant mais on progresse, on a l'impression de fonder quelque chose, de faire quelque chose de constructif. Et c'est pour ça que je recommence encore et toujours de nouvelles traversées. Malgré les conditions difficiles, le skipper pense tout de même retenter l'expérience. Il y a eu 2 chavirages et puis malheureusement un Anglais qui est tombé du bateau anglais pendant la traversée à 15 jours à peu près du départ. Donc moi qui suis skipper de bateau, qui prépare des équipages, ça me fait quand même réfléchir sur ça. Donc la prochaine traversée sera peut-être un équipage plus réduit ou pas parce que j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Ça faisait 25 ans qu'un équipage français de plus de 4 n'avait pas traversé l'Atlantique.
Donc voilà, on a renoué avec une histoire. L'équipage en a profité pour récolter des données sur la pollution plastique des océans. Premier bateau mixte français à réussir cette traversée de l'Atlantique. Grande expédition, élargit ainsi l'horizon de la discipline. Et ça, c'est tout aussi historique. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Temps mitigé avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Des nuages qui pourront d'ailleurs donner lieu à quelques gouttes de pluie. Les températures seront comprises cet après-midi entre 26 et 29 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, vous allez retrouver Minute Sport suivi du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.